Parfait. Antoine? Ouais, bonjour. Moi, je suis de la LPO Occitanie d'été Hérault et je suis là pour avoir un petit peu d'infos sur les orthoptères de manière totalement opportuniste, voilà, pour me former dessus. Parfait, Voilà. ça sert à ça aussi. Merci Antoine. Sandra? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Sandra Camand de l'ADASEA du Gers. Je suis là parce que nous, on travaille aussi sur les milieux ouverts et sur, entre autres, sur les zones humides, etc. et avec les agriculteurs. Ça pourrait nous intéresser justement comme indicateur. Merci Sandra. Michael? Oui, bonjour. Désolée, j'ai un petit problème de caméra, mais je suis bien présente. Donc, Michael Basso de la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault. Je suis chargée de mission Natura 2000 sur le COS de Melas, qui est donc constitué de milieux ouverts de pelouse sèche à brachypodrameux. Donc, la thématique sur les orthoptères est pour nous toujours très intéressante à suivre. Merci Michael. Christian? Oui, bonjour, Christian Ah, Ity. Pour l'Office français de la biodiversité, je suis désolé, j'avais un problème de son, donc il a fallu que je me... Donc j'ai pas tout à fait suivi le début, mais j'imagine que c'est un tour de table. exactement. Moi, je gère pour le compte de l'Office français de la biodiversité la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du Caroux-Espinouse, sur lequel on refait cette année le plan de gestion et dans lequel on aimerait intégrer des suivis entomaux plus poussés. On a pas mal travaillé sur les suivis entomaux au niveau forestier, mais assez peu au niveau milieu ouvert. Donc voilà, c'est un peu ça. Super, merci Christian. Alors ça a tout bougé. Jérôme? Vous m'entendez, Jérôme, hein, Bussière, Parc des Grands Causses. Pourquoi s'indiquer aux indicateurs de milieu ouvert? Je me pose bien la question, je ne sais pas trop. Merci Jérôme. Sylvain? Ouais, bon, vous m'entendez? Oui, super. Ah, super. Du coup, bonjour à tout le monde. C'est Sylvain Doucine. Moi, je suis chargé de mission à la réserve naturelle régionale du Puy-Est dans les Hautes-Pyrénées. Et du coup, ouais, je m'intéresse à cette visio parce que justement, c'est un suivi qu'on aimerait mettre en place, qu'on avait tenté de mettre en place il y a peut-être 6 ou 7 ans et que justement, on aimerait concrétiser un peu plus à l'avenir. Voilà. Super, merci Sylvain. Benjamin? Bonjour, moi je travaille à la DASE du Gers en tant qu'animateur Natura 2000 sur deux sites de coteaux secs. Voilà, et donc les orthoptères, c'est un groupe que j'inventorie en perso et que j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'on pourrait en tirer en conclusion, notamment sur le plan agricole. Ok. Et Stéphanie? Bonjour, désolée. Bonjour à tous, du coup Stéphanie Plagalinski de la LPO Occitanie. Dans le Lot, nous on a pas mal de causes, donc deux milieux ouverts. On fait pas mal d'entomos, mais assez peu d'orthoptères. Et donc du coup, là, la thématique m'intéressait bien pour voir ce qu'on pouvait en ressortir par rapport au milieu ouvert si on inventoriait les orthoptères. Voilà, je suis un peu à la pêche aux informations. Merci Stéphanie. Et Maxime et ensuite Louis? Donc, bonjour, Maxime Guémard, c'est en Occitanie et gestionnaire à la RNR des Gorges du Gardon. Donc nous, on met en place depuis une dizaine d'années des suivis ortho pour la gestion des milieux ouverts et notamment des restaurations de pelouse à Brachypodrade. Et Louis? Bonjour tout le monde. Le Vuitton, du coup, c'est en Occitanie aussi. Je suis chargé d'études en tomo, voilà, au Seine. Et donc, je réalise des suivis orthoptères suivant le protocole qui va vous être présenté, et notamment le suivi en 2024 sur le site de Saturag, dont va vous parler Sébastien. Merci Louis. Du coup, Sébastien, je te laisserai te présenter en début de présentation en suivant. Et Naloël, ben, je te laisse te présenter et puis partager donc ta présentation pour entamer ce café. Eh bien, bonjour à tous. Du coup, Enaloël Matteo Espada, chargée d'études entomologiste à l'OPI, donc l'Office pour les insectes et leur environnement.
une association de protection et d'études sur les insectes. Je vais vous partager mon écran. Hop. Et- Ah non, c'est parti. Est-ce que ça marche? Ça marche, mais voilà, parfait. En mode diapo. Super. Super. Alors, moi, je vais vous parler des orthoptères et en quoi ce sont des bons indicateurs des milieux ouverts. Je vais faire un rapide petit rappel sur les orthoptères et qu'est-ce que sont les orthoptères. Donc, les orthoptères, ce sont des insectes. Donc, 3 paires de pattes, un corps en 3 parties. Je vous apprends pas grand-chose. Et c'est un ordre à part entière qui se caractérise notamment par des pattes postérieures épaisses qui leur permettent de sauter et quasiment tous ont des organes stridulatoires qui leur permettent de communiquer. On a 2 sous-ordres. On a les cellifères qui comprennent la totalité des criquets, qui sont reconnaissables grâce à leurs antennes courtes, et les encifères qui ont des antennes, elles, beaucoup plus longues, qui comprennent les grillons, les sauterelles, mais aussi les courtilières, un groupe un petit peu moins connu. Au niveau de leur régime alimentaire, ce qui est important pour ensuite faire des mesures de gestion, chez les cellifères, on va avoir la totalité des espèces qui sont phytophages, donc qui se nourrissent de plantes et notamment de feuilles, mais qui ne vont pas être associées à des plantes particulières, à des essences de plantes particulières, comme peuvent l'être certains papillons avec leurs chenilles. Et on va avoir les encifères, donc sauterelles, grillons, courtilières, qui vont être omnivores, avec, selon les espèces, des tendances plutôt carnivores, plutôt phytophages, plutôt détritivores, qui vont être assez variées selon les espèces. En quoi ce sont des bons bioindicateurs? Premièrement, en fait, c'est une biomasse qui est très importante dans les systèmes prairiaux. Et ça, c'est très important puisque ce sont des proies de nombreux insectivores, ce qui fait que si vous avez une baisse de la biomasse, une baisse de l'abondance des orthoptères, vous allez avoir un déséquilibre global sur votre écosystème puisque tous les oiseaux vont en pâtir. Et bah, si les oiseaux diminuent, ensuite les prédateurs des oiseaux diminuent, enfin, c'est un effet un peu boule de neige. Du coup, la base, les orthoptères, c'est vraiment très important. Comme je vous le disais juste avant, ils ne sont pas associés à des espèces de plantes particulières, mais plutôt à des strates de végétation. On va avoir des espèces qui vont aimer le sol nu, des espèces qui vont aimer une certaine hauteur d'herbe, ou alors des buissons, et on a même certaines espèces arboricoles, comme la sauterelle que je vous ai mis en bas à gauche, Cyrtaspis cutata. Et enfin, ce qui en fait des bons bioindicateurs, c'est qu'ils s'adaptent rapidement aux changements de pratique. Donc, si le milieu change, si par exemple il y a du pastoralisme qui est mis en place ou de la fauche pour réouvrir un milieu, vous allez avoir les espèces associées qui vont recoloniser le milieu très rapidement. À l'inverse, si le milieu se referme, vous pouvez avoir la disparition de certaines espèces et l'apparition de nouvelles. Ce qui fait que selon vos milieux, vous allez avoir des cortèges d'espèces qui vont être très très différents. Et bien sûr, ils sont aussi adaptés selon le type de milieu, plus type milieu humide, milieu sec, etc., où vous allez avoir des cortèges différents. Du coup, les orthoptères vont pouvoir être utilisés au sein de différents objectifs d'études selon ce que vous voulez faire. Si vous travaillez par exemple dans une réserve et que votre objectif c'est juste de faire un listing d'espèces, un inventaire le plus exhaustif possible avec une cartographie des espèces pour savoir où est-ce qu'elles sont réparties dans votre réserve et dans vos habitats, c'est pour de la connaissance scientifique et on va avoir des protocoles adaptés. On peut aussi utiliser les orthoptères si on veut mettre en place des mesures de gestion et de restauration des habitats et qu'on veut évaluer un peu ces mesures de gestion. Est-ce qu'elles ont été utiles? Est-ce qu'elles ont eu un impact sur le cortège d'espèces du milieu? Et enfin, elles sont aussi utilisées lors des études d'impact d'aménagement ou alors de mesures compensatoires. Pour répondre à votre objectif, il va falloir se poser 4 questions. Où, quand, combien, comment. Et ça va vachement dépendre. Votre échantillonnage va dépendre beaucoup de votre objectif initial et du temps alloué que vous avez. Ah, j'ai les photos qui n'apparaissent pas. Ok, c'est bon.
Donc, où ça va correspondre à votre zone d'étude. Donc ça, vous la connaissez tous, votre zone d'étude, que ce soit une réserve, une mesure compensatoire, un site dédié. Mais la première question à se poser, c'est est-ce que la zone est suffisamment petite pour réaliser une étude exhaustive? Comme vous pouvez le voir sur l'image en haut à droite, est-ce qu'on va pouvoir vraiment la cartographier finement et faire des prospections très quadrillées sur chaque emplacement de votre site d'étude? Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir choisir ou alors tirer aléatoirement des secteurs étudiés. Si vous voulez faire un inventaire exhaustif, le plus exhaustif possible selon le temps alloué de votre réserve, par exemple, reprenons cet exemple, vous allez pouvoir choisir les habitats. Sur orthophoto, on va pouvoir dire, alors cette prairie humide a l'air intéressante, cette petite zone a l'air assez différente en termes de végétation, on va choisir les endroits qu'on va étudier. Par contre, si vous voulez étudier si vous voulez étudier de la gestion qui est mise en place ou de la restauration de milieux, là, pour éviter le biais observateur, pour éviter justement ce biais qui nous fait choisir les milieux qui peuvent sembler les plus riches, il faut absolument tirer aléatoirement les secteurs étudiés. Sinon, vous ne pourrez pas faire d'analyse statistique fiable. Donc, pour comparer les milieux et les cortèges d'espèces, il faut que les placettes soient dans des milieux homogènes. Donc, par exemple, si vous avez une prairie, il ne faut pas mettre votre placette le long de la lisière. Donc, il faut faire attention dans les positionnements de vos secteurs d'études. L'objectif étant que l'échantillon de station soit le plus représentatif de la zone d'étude. Donc, quand la période de phénologie des orthoptères, c'est entre avril et octobre. On va avoir quelques espèces qui vont être très précoces, quelques espèces qui vont être automnales, mais la globalité va être adulte en août-septembre. Donc, si vous avez un seul passage à faire, ça va être septembre. Si vous devez en faire plusieurs, il va falloir faire un passage printanier pour notamment tout ce qui est ancifère, tout ce qui est sauterelle, et pour certains criquets précoces comme l'arciptère languedocien. Dans le cadre d'un suivi, vous allez avoir besoin de passer tout au long de la phénologie des orthoptères. Donc, par exemple, tous les mois ou tous les 15 jours, selon le temps attribué que vous avez, durant la période du suivi. Donc, ça peut être soit pour des suivis de gestion, soit si vous suivez les orthoptères, par exemple, dans le cadre d'oiseaux insectivores. Donc là, votre période de suivi, ça ne va pas forcément être d'avril jusqu'à septembre, mais ça va être de la période de reproduction des adultes jusqu'à l'envol des jeunes, pour savoir si la ressource alimentaire de cet oiseau est suffisant grâce aux orthoptères. Si vous avez, à l'inverse, des suivis de gestion, là, ce suivi-là ne va pas pouvoir du coup se faire qu'une seule année, mais il va falloir le faire sur plusieurs années d'affilée pour faire un état à zéro, pour pallier à la variabilité annuelle qui existe. On peut avoir certaines années où une espèce va être beaucoup plus abondante qu'une autre, mais ça, c'est un effet année qui n'est pas forcément lié à la gestion. Et ensuite, il faudra faire des suivis tous les, par exemple, 2-3 ans pour évaluer l'évolution des cortèges et l'évaluation de la gestion. Combien? Le nombre de stations va surtout dépendre de la surface de votre zone d'étude, du nombre de milieux que vous avez à suivre et du nombre de modes de gestion que vous voulez étudier. Mais surtout, il va dépendre du temps alloué que vous allez avoir au projet. Ce qui fait que dans l'optimal, il va falloir faire 3 passages orthoptères, par exemple, pour une année, mais peut-être que vous allez avoir des sous que pour un seul passage. Dans ce cas-là, il faut mieux budgétiser pour voir selon l'objectif que vous avez. Selon l'objectif, il vous faudra aussi un état zéro. Par exemple, si vous voulez évaluer une gestion qui est mise en place, il faut forcément un état zéro avant que la gestion soit mise en place, sinon vous ne pourrez pas avoir de comparatif. Et pour évaluer de la gestion, ce qui est très important, c'est d'avoir des stations témoins. Donc, si par exemple, vous avez du pastoralisme qui est mis en place avec une réouverture de milieu, vous ne pouvez pas juste comparer l'évolution de vos cortèges en disant on a 5 placettes,
les 5 vont être réouvertes et puis on verra comment ça évolue. Pour que ce soit fiable, il en faut 5 autres, au minimum, hein, bien sûr, dans un milieu qui va ne pas être soumis à de la gestion, au pastoralisme, pour voir s'il y a vraiment une différence entre ces milieux qui sont en cours de réouverture et ceux qui n'ont pas été touchés. Pour les suivis temporels, il va falloir plusieurs passages sur une même station, forcément, puisque sinon, si vous avez fait qu'un passage en fin d'été, vous n'allez pas avoir tout ce qui est espèces précoces. Et si vous voulez faire des analyses statistiques pour justement comparer vos mesures de gestion, il va vous falloir un nombre d'échantillons minimum. Sinon, ça ne sera pas fiable. Par exemple, 5 stations en réouverture et 5 stations en milieu fermé, ça ne sera pas suffisant pour faire des analyses statistiques. Comment est-ce qu'on va faire? Concrètement, les orthoptères, ils se recherchent à vue. En marchant, on voit qu'ils fuient devant nous et on peut les noter. On peut aussi les attraper au filet fauchoir s'il faut regarder des détails plus pointus. On a aussi la nappe de battage qui permet d'avoir les espèces des milieux arborés. Et enfin, on a l'ouïe, puisque justement, ça nous permet de détecter les espèces au son qui vont chanter, qui vont striduler. Évidemment, vous n'allez pas chercher des orthoptères quand il fait nuageux, quand il pleut ou qu'il ne fait pas assez chaud. Pour que les orthoptères puissent bouger, puissent chanter et qu'on puisse les détecter facilement et que vos suivis soient comparables, il faut une certaine météo, donc une température d'une vingtaine de degrés, un vent qui est inférieur à 30 km/h et une couverture nuageuse inférieure à 50%. Il existe différents protocoles qui sont possibles pour étudier les orthoptères. Je vais vous en présenter 3. On a l'ILA, indice linéaire d'abondance. Concrètement, c'est un transect de 20 mètres de long sur 1 mètre de large où vous allez avancer très doucement pour faire fuir les orthoptères que vous avez devant vous et vous allez noter tout ce que vous voyez sur ces 20 mètres de long et 1 mètre de large, ce qui fait une placette de 20 mètres carrés, si vous voulez comparer ensuite en termes de surface. Les IHA, indices horaires d'abondance, ce sont des carrés de 10 mètres par 10 mètres qui sont prospectés pendant 10 minutes. Où là, comme ce n'est pas un transect, vous allez en fait marcher, puis faire demi-tour et faire comme ça des allées et venues pour prospecter sur tout votre carré. Et le chronoventaire qui consiste à noter dans un milieu homogène toutes vos espèces par tranche de 5 minutes. Donc vous notez toutes vos espèces pendant 5 minutes, vous relancez un chrono de 5 minutes, vous renotez toutes vos espèces, vous allez peut-être et sûrement en avoir de nouvelles. Et en fait, vous arrêtez ce chronoventaire quand il n'y a aucune nouvelle espèce qui ont été observées pendant 15 minutes. Ce qui fait que on estime qu'il y aura probablement peu de nouvelles espèces après ça. Ce qui fait que selon les milieux, vous allez pouvoir passer peu de temps sur une zone assez pauvre et passer plus de temps sur une zone riche. Et là, maintenant, je vais vous parler un peu des covariables qu'on note sur nos études, puisque c'est bien beau de faire une liste d'orthoptères, mais à quoi ça sert? Il faut évidemment, du coup, faire un listing des espèces, mais aussi il faut dire combien on en a vu. Il faut dire s'ils étaient adultes, s'ils étaient juvéniles, quels étaient leurs sexes. Ça va donner beaucoup d'informations sur, justement, la phénologie, aussi, ça peut donner des infos sur la biomasse. Si vous pesez vos orthoptères et que vous vous intéressez à la ressource alimentaire pour les oiseaux, c'est important de savoir si c'est un adulte ou un juvénile, puisque le poids et du coup la nutrition ne va pas être la même. On note, comme on disait précédemment, la température, le vent, la nébulosité. Bon, les trucs classiques, je vous les passe, hein, la date, l'heure de début, de fin, etc. Et ensuite, on va noter tout ce qui est associé à la végétation. Ça, c'est très important parce que si vous voulez comparer vos critères, vos cortèges et vos milieux, vous allez avoir besoin d'un référentiel, d'un exemple. Vous ne pouvez pas juste dire, bon, bah, ça, c'est une prairie, ça, c'est une garrigue, et juste écrire ça. Ce n'est pas suffisant. Si vous voulez faire des analyses fines, il vous faudra noter le recouvrement en herbacées. Donc, on va avoir des espèces, par exemple les eudipodes, qui, elles, vont aimer très peu de recouvrement herbacé et aimer un sol nu. Donc, le recouvrement herbacé de 0,5 cm, s'il y en a beaucoup, ça va être favorable aux eudipodes. À l'inverse, il vous faudra des recouvrements arbustifs si vous
le recouvrement arbustif va montrer qu'il y a des sauterelles dans votre milieu. Et en fait, chaque covariable va un peu expliquer votre cortège d'espèces. Ça va montrer que ce n'est pas juste une liste d'espèces, mais pourquoi on l'a. Ça va expliquer. Ensuite, en termes d'analyse, si je fais ça rapidement, ce que vous allez pouvoir étudier, c'est notamment la richesse spécifique, donc le nombre d'espèces que vous avez au niveau de votre site global, mais aussi au sein de chaque quadrat, au sein de chaque transect, ou au sein de chaque milieu que vous avez, ainsi que l'abondance, donc le nombre d'individus. L'indice de banalisation, il est intéressant puisque si vous avez, entre deux sites où vous avez le même nombre d'espèces, vous pouvez avoir un site où il y a tout le temps les mêmes espèces, qui vont pas du tout être spécialisées, qui vont se retrouver partout, il n'y a aucune espèce rare. Bah, ça va être un site qui est moins intéressant qu'un site où vous allez avoir différents cortèges avec une mosaïque d'habitats plus intéressante, avec des espèces qui vont probablement ne pas être trouvées souvent, mais qui vont amener à un nombre d'espèces identiques, mais plus intéressant, puisqu'il va y avoir une plus grande diversité. La densité, donc le nombre d'individus au mètre carré ou la biomasse au mètre carré, ça va plus être du coup si vous étudiez les orthoptères en tant que ressources alimentaires. La fréquence de chaque espèce, vous allez forcément avoir 2-3 espèces qui vont être forcément très dominantes dans votre cortège, qui vont se retrouver un peu sur tous vos milieux et qui vont un peu écraser les espèces qu'on va trouver parfois 2 ou 3 fois sur tout votre site d'études. Et enfin, le statut et la rareté de certaines espèces. Si on regarde maintenant les paramètres descriptifs des stations, vous allez pouvoir comparer vos cortèges avec la structure de la végétation et le type de gestion, ce qui va vous permettre d'évaluer l'évolution des cortèges et du coup l'impact de la gestion sur ces cortèges et du coup sur votre milieu. Au niveau vulnérabilité et protection, les orthoptères, du coup, on l'a dit, réagissent rapidement aux changements environnementaux et ont des menaces très variées. Par exemple, en termes de gestion, on parle souvent de pâturage, ce qui permet de garder des milieux ouverts et qui est très positif, mais il faut faire attention à ne pas aller dans l'extrême et à ne pas faire de surpâturage, puisque si il y a du surpâturage et qu'on n'a plus assez de végétation, eh bien forcément, ça menace la quasi-totalité des espèces d'orthoptères qui ont besoin de se nourrir. Ils vont se nourrir, donc soit, on a dit, de plantes, soit d'autres insectes ces autres insectes vont être menacés par le surpâturage, et s'il n'y a pas d'autres insectes, du coup, les sauterelles ne vont pas pouvoir se nourrir non plus. C'est toujours un effet un peu boule de neige. Je vous passe la totalité un peu des menaces sur les différents orthoptères. Ça va dépendre de chacun de vos sites, et souvent, vous les connaissez. En France, on a 3 espèces qui sont protégées à l'échelle nationale. On a le criquet de Crau, le criquet hérisson et la magicienne dentelée. Nous, en Occitanie, on va avoir que la magicienne dentelée, Sagapédo, qu'on trouve dans nos garrigues. Mais on peut aussi s'appuyer sur des listes rouges. Donc, on a une liste rouge européenne depuis 2016, une liste rouge nationale depuis 2006 et une liste rouge régionale qui est très récente, qui date de 2022 et qui nous permet d'évaluer un peu les statuts des espèces qu'on a en Occitanie. C'est-à-dire que dans votre analyse, vous pouvez à la fois étudier le statut de vos espèces, leur rareté, leur endémisme, en plus de juste donner un chiffre de richesse spécifique. En conclusion, et avant que vous me posiez des questions, l'étude des peuplements d'orthoptères, ça permet de préciser la nature des habitats. Forcément, vous allez avoir des cortèges différents selon les habitats étudiés. De conforter ou non les mesures de gestion, donc est-ce qu'elles ont eu un impact? Est-ce qu'il y a eu des espèces qui sont apparues, d'autres qui ont disparu? D'étudier l'impact des aménagements et la mise en place de zones de compensation. D'apporter des informations sur la patrimonialité. Est-ce qu'on a des espèces justement avec des statuts plus importants que d'autres? De mettre en évidence les hotspots de biodiversité, ça sera plutôt avec la richesse spécifique, et d'apporter des informations sur l'évolution des habitats et des espèces. Je vous remercie de votre attention et puis j'attends vos questions. Merci beaucoup, Enaloë.
Peut-être que tu peux départager ouais, ton écran, comme ça on se verra un petit peu mieux. Je verrai si des mains sont levées, s'il y a des questions. J'ai essayé de faire un peu rapide pour laisser plus de temps aux questions. Aux questions, c'était très clair et effectivement le timing est extrêmement bien respecté. Je suis impressionnée. Donc, ben, je ne vois pas de main. Ah si, voilà. Arnaud? Oui, je suis pas sûr de moi, mais j'ai l'impression que dans le protocole que tu nous as présenté, il n'était pas question du nombre de personnes pouvant intervenir sur le transact. Est-ce qu'il est possible de le faire à, à deux, trois personnes, puisque ça demande quand même énormément de compétences naturalistes en identification des espèces. Je parle si on fait ça notamment dans le cadre de Natura 2000 et en régie. Évidemment qu'on peut se former, notamment en bioacoustique, puisque j'ai cru comprendre qu'il était possible aussi de détecter les espèces par les stridulations. Donc voilà, combien de personnes peuvent être en mesure de réaliser ce protocole? Est-ce que c'est autorisé? Donc, si on parle, tu parles, je vais préciser ta question, tu parles Oui, si sur un seul transact, combien oui, de un personnes seul font le transact. transact? En Oui, fait, il est-ce faut que que ce c'est une soit, seule personne ouais, et faut que ce toujours la soit une même seule personne, sinon ça pourra pas être pour éviter les comparable, biais? Mm. puisque sinon ça vous obligerait à être tout le temps, par exemple, à deux sur tous vos transects, et en plus, ça serait pas comparable à le même suivi, par exemple, sur une autre réserve, puisqu'ils n'auront pas suivi le même protocole. Le D'accord, protocole officiel, c'est une seule personne. Et pour éviter parce que pareil, on va pas avoir forcément les mêmes résultats selon les personnes qui vont faire les transects, puisqu'il y a forcément un biais observateur. Il va y avoir j'entends. des personnes qui vont être plus compétentes sur les critères à vue, d'autres qui vont avoir une très bonne connaissance des stridulations. Et même à compétences équivalentes, selon l'âge des personnes, forcément, on n'entend plus les mêmes choses. Donc forcément, on va avoir quelques espèces qui, qu'on va pas pouvoir détecter. Mais si tu veux pouvoir comparer ton site par rapport à d'autres sites, le protocole, c'est une seule personne qui fait le transact. D'accord. Et on utilise une méthodologie qu'on prédéfinit en amont, c'est-à-dire de l'écoute ou de l'identification visuelle, Donc, en fait, ou ce les que deux. tu vas définir surtout, c'est ton protocole. Ça va être soit justement un transact, soit un quadra avec l'IHA, soit un chronoventaire. C'est surtout ça qui est important en termes de choix. Et ensuite, justement, tu peux combiner. C'est-à-dire que si tu fais un transect ou un quadra, tu vas à la fois noter ce que tu vois et à la fois noter ce que tu entends. Et si dans ce que tu vois, ce qui s'enfuit devant toi, tu as un doute sur l'identification, Mhm. eh bien c'est là où tu as besoin d'un filet et tu le chopes pour vérifier les critères, quoi. Et D'accord. si jamais du coup tu as besoin de passer du temps sur ton bouquin pour identifier ta bête, c'est pas du tout un souci. Tu mets juste une pause sur ton chrono. D'accord. Ok. Juste penser à mettre une pause pour que ce soit le même temps de prospection. Le temps Mhm. d'identification n'est pas compris dans le temps de prospection. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été Merci. claire. Si, si, très bien. Je profite s'il n'y a pas d'autres questions. Désolé. Vas-y, Arnaud. Concernant Sagapédo, j'avais travaillé un peu sur le sujet au PNR des Alpilles, notamment avec Johan Bro. Euh, j'ai pas l'impression du coup que ce protocole soit tout à fait adapté à l'espèce, parce qu'en l'occurrence, nous, on était dans l'obligation de faire plutôt des inventaires le matin extrêmement tôt, voire le soir, pour améliorer la détectabilité de l'espèce, qui est quand même assez particulière. Donc, est-ce qu'il y a un protocole adapté à cette espèce en particulier? Mais là, les protocoles que je vous ai montrés, du coup, c'est pour vraiment euh, connaître le cortège d'espèces que vous avez dans un milieu. C'est pas un protocole qui est fait pour une recherche spécifique d'espèces spécifiques en particulier, où ça va être des prospections qui peuvent être différentes. Après, par exemple, dans les quadras qu'on fait, donc les IHA qu'on fait pour le Seine, on tombe de temps en temps sur des sagas pédos qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, restent très discrètes et restent très difficiles à détecter, quelle que soit les, euh, la méthode de prospection utilisée. D'accord. Merci. Anne?
Oui, donc j'aurais une question en fait par rapport à des espèces qu'on pourrait rencontrer par prospection sur certains milieux. Est-ce que en fait on a une liste d'espèces vraiment indicatrices de bonne conservation de certains milieux sans être obligé de faire des inventaires exhaustifs de toutes les espèces présentes? Mais en fait, c'est en faisant un inventaire de ton cortège d'espèces que tu vas pouvoir évaluer ton milieu parce que, par exemple, tu vas avoir, selon ton type de milieu, ça va pas être les mêmes espèces qui vont t'intéresser. Si, par exemple, je sais pas, tu bosses dans une zone humide avec une tourbière, bah, si dans ton inventaire, tu n'as aucune espèce de zone humide, c'est qu'il y a un vrai problème au niveau hydrique sur ta réserve, tu vois. C'est à l'inverse, tu vas avoir des espèces selon les secteurs géographiques où chacun est, on va pas avoir les mêmes enjeux sur ces espèces-là, puisqu'on va avoir des espèces qui vont être plus menacées, même à l'échelle de l'Occitanie, on va pas avoir les mêmes enjeux sur chaque espèce selon les secteurs géographiques. Oui, et à l'inverse, du coup, si on repère par exemple des espèces vraiment indicatrices de milieux humides sur une tourbière, est-ce que c'est bon signe ou est-ce qu'il faut quand même faire un inventaire exhaustif pour avoir une idée de ce qu'on peut en conclure? Ah bah, c'est déjà une très bonne nouvelle si vous avez des espèces de milieux humides. L'inverse serait très inquiétant, c'est surtout ça. Mais du coup, c'est toujours un plus de faire un inventaire, d'en faire un inventaire et plus globalement un suivi, puisque par exemple, si on reprend l'exemple de la tourbière, si on a une photo à un instant T en disant, bah voilà, il y a tant d'espèces sur votre tourbière, on a tant d'espèces qui sont inféodées aux zones humides, et on refait ce suivi-là 5 ans plus tard pour voir comment ça a évolué et qu'on voit qu'on a le même nombre d'espèces associées aux zones humides, ou alors on a le même nombre d'espèces globales, mais on a 2 fois moins d'espèces des zones humides, ah, il y a peut-être un problème. Donc c'est plutôt à l'échelle globale qu'il faut voir plutôt que vraiment espèce par espèce, quoi. Oui, et du coup, ça permet de comparer effectivement plusieurs milieux avec le même protocole et le même nombre d'espèces observées, quoi. C'est ça. Et c'est là aussi où les covariables sont intéressants parce que si on a justement une chute des espèces des milieux humides qui est observée, c'est d'où ça vient. Et d'où ça vient, c'est difficile à savoir si on n'a pas de chiffres, si on n'a pas d'informations à côté. D'où l'importance des covariables en disant, ah bah oui, mais là en fait on voit que la végétation herbacée elle a beaucoup baissé par rapport à la végétation arbustive et peut-être que on s'en est pas rendu compte parce qu'on voit notre réserve tous les jours, mais peut-être qu'en fait le milieu est en train de se refermer. Je vais faire une petite précision aussi. Là, ce que je vous ai présenté dans les protocoles, ça sert surtout à étudier les cellifères et les criquets, puisqu'il faut savoir que les sauterelles ont des tendances plutôt nocturnes et vont striduler la nuit. Donc là, c'est des protocoles qui sont particuliers, donc soit à l'écoute comme ça, soit avec carrément des bad box ou de la bioacoustique. On en a parlé juste avant, Arnaud en a parlé juste avant. Où là, ça va être des protocoles particuliers, plus pour des inventaires plus exhaustifs, moins pour des suivis dans la gestion, mais plus, oui, pour des inventaires exhaustifs d'un milieu, quoi. Maxime? Oui, je me permets, j'ai pas vu, je crois, l'information. Moi, il me semble important de préciser aussi la durée du suivi. Si on se lance sur un suivi ortho, c'est important d'inscrire ça dans le temps. Et tu parlais de covariables et l'impact du climat est extrêmement important sur la phénologie des espèces. Et c'est souvent quelque chose qui est difficile de défendre quand on se lance dans des suivis comme ça, c'est que bah, il y a des variables liées au climat qui peuvent complètement modifier les données qu'on peut avoir sur le terrain. Donc nous, on essaie de préconiser des suivis sur 4-5 ans pour vraiment lisser toutes les interférences qu'on peut avoir liées à ces modifications de climat interannuelles. Ouais, je suis totalement d'accord. Je l'ai dit à un moment donné, mais peut-être trop rapidement, c'est qu'il faut mieux faire un inventaire ou un suivi plusieurs années de suite pour éviter justement la variabilité interannuelle où on peut avoir une année où on va avoir des effectifs qui explosent et l'année suivante des densités qui diminuent drastiquement. Mais en fait, c'est juste un effet année.
Ça n'a pas forcément à voir avec la gestion. Et il faut forcément un état zéro de plusieurs années pour voir justement quel est le véritable cortège et faire un peu une moyenne un peu lissée. Et pour ce qui est du climat, forcément, en effet, ça a une influence sur la phénologie et on le voit de plus en plus. C'est que là, notre passage en août à l'OPI, on voit qu'il y a de moins en moins d'espèces et en fait, ça revient en septembre. Parce qu'en août, il fait tellement chaud que les orthoptères, et ça se voit encore plus chez les papillons, ils se planquent. Ils vont se planquer soit sous les touffes de végétation, soit à l'ombre des arbres. Et en fait, on les voit de. C'est pas forcément qu'ils sont plus là, mais c'est surtout qu'on les voit plus parce qu'ils se planquent. Donc ça a un gros impact. Camille, tu avais levé la main, mais tu l'as baissée. J'imagine que c'était une erreur, peut-être. Non, c'est bon, ça a en partie, en fait, les questions précédentes ont en partie répondu à mes questionnements. En fait, alors c'est particulier, mais nous, on réalise des récoltes de graines sauvages dans des prairies. Et, et en fait, on récolte. Alors, on a fait une étude avec le CEN pour voir si effectivement il n'y avait pas de mortalité, mais il y a très peu de mortalité. En fait, on récolte des orthoptères dans la brosseuse, l'outil qui récolte les graines. Et je me demandais à quel point ça pouvait être exhaustif, en fait, ce genre de relevé. Mais vous venez de dire qu'il y avait déjà un effet de la journée, en fait, de quand est-ce qu'on. Parce que nous, on fait des récoltes souvent en pleine journée quand c'est le plus sec, du coup, quand il va faire chaud. Donc, je pense on évite aussi d'en attraper. Et il y a aussi l'effet des années. Voilà, donc ça a un petit peu répondu à ce que je me posais comme question. Tu as répondu tout seul à toutes tes questions. Voilà. Anne, tu as toujours la main levée, mais c'était par rapport à tout à l'heure, peut-être? Non, je l'ai levé à nouveau. En fait, Tu l'as j'ai relevé, une autre pardon. question Alors, j'ai une autre question qui m'est venue. C'est parce qu'on entend parler d'invasion d'orthoptères qui peuvent avoir des impacts aussi sur la production biomasse des prairies. Du coup, je voulais savoir si ça pouvait être expliqué en termes un indicateur par rapport à des pratiques ou par rapport à un effet année. J'ai pas bien compris ta question. Est-ce que tu peux. Oui, en fait, ces dernières années, là, on entend de plus en plus parler d'invasion d'orthoptères en fait sur les parcelles agricoles qui auraient un impact sur la biomasse, enfin sur la production entre guillemets des prairies. Du coup, c'est pas forcément chaque année. Je voulais savoir si on pouvait dire que c'était un indicateur simplement du climat, enfin de l'année, ou est-ce que ça peut être un indicateur d'un changement de pratique? En fait, c'est ce qu'on appelle la variabilité interannuelle et c'est souvent un indicateur plutôt de l'effet climatique de l'année précédente. En gros, si les conditions étaient extrêmement favorables, il y a eu plein de pontes, il y a eu plein d'œufs et du coup qui vont beaucoup éclore et beaucoup survivre l'année suivante, quoi. Donc forcément, il existe justement des fortes abondances à certaines années, mais qui ne sont pas présentes chaque année. Et ça reste assez merci. rare quand même. Sylvain, et ensuite, du coup, je pense que ce sera la dernière question. On passera à la présentation de Sébastien. Ouais, ce serait sur les différents protocoles qui ont été évoqués. Je voulais savoir en fait quels étaient les avantages et inconvénients des trois et selon le contexte. Donc, du coup, ça serait à mettre en œuvre sur un territoire de moyenne montagne, sur une surface assez grande, un peu moins de 2000 hectares. Et du coup, sachant ça, est-ce que déjà c'est discriminant par rapport à certains, un des trois, ou ouais, quels sont du coup le retour d'expérience sur les trois et qu'est-ce qui me permettrait de choisir en fait un peu. Bah, tout dépend déjà de ton objectif. Ton objectif, est-ce que c'est un inventaire exhaustif ou ton objectif, c'est un suivi par rapport à des mesures de gestion mises en Ouais. place? C'est quoi ton objectif? Le suivi de gestion, ouais, de mesures de gestion. Ouais. Ok, bah dans ce cas-là, le mieux, ça va être du coup de faire un tirage aléatoire sur ton site d'études pour soit des placettes, soit des transects. Et ça va être surtout ILA ou IHA, donc indice linéaire d'abondance ou indice horaire d'abondance. Après, il n'y a pas vraiment de choix entre les deux, entre le linéaire ou le quadrat. Après, le quadrat, c'est souvent plus facile de faire des fiches sur les strates de végétation parce que tu as
un meilleur visuel sur ce qui t'entoure dans un carré que sur une grande ligne, où visuellement, c'est parfois un peu plus dur Ok. de bien évaluer. Par rapport à l'expérience de l'opérateur, ça peut être aider dans un choix où c'est pareil entre le transect et le quadra. Il y a le même temps, je veux dire, en fait. Ouais. Ouais, donc, d'accord. Après, un transect de 20 mètres, tu vas être un peu plus rapide à le faire, mais du coup, tu vas pouvoir faire plus de réplicas. Ok, ouais. Parce que tu fais 20 mètres en 10 minutes, c'est très très long. Ok, merci. Merci Enaloël. Eh ben, je propose à Sébastien de se présenter et de partager sa présentation. Je vais voir pour partager. Hop. Tac. Est-ce que c'est celui-là? Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. C'est pas en mode plein écran, mais ça fonctionne. Alors, je vais le passer en mode plein écran. Ça devrait être bon, là. Ouais, est-ce que c'est le bon écran déjà? Vous voyez quel écran là? Réouverture de milieu à Saturargue. Est-ce que c'est plein écran ou est-ce que c'est l'autre diapo avec où vous voyez le numéro de diapositive et puis tout On ça? voit pas le numéro de diapo, mais par Ok, contre, on voit toutes les diapos sur la ok, donc gauche. c'est bon, c'est bon. Bah, je vais me présenter. Donc, je suis Sébastien Huss, donc chargé de mission écologique sur la partie Estéro. Bon, j'ai une toute petite partie dans le Gard qui est je fais de la gestion sur la commune du Grau-du-Roi. Donc, je suis au Seine depuis 2020, à peu près 5 ans. Donc là, je vais vous présenter justement de la gestion sur la réouverture de milieu sur un site qu'on a en gestion sur la commune de Saturargues, où on a à la fois de la gestion pastorale et des suivis protocolés sur les autoptères pour voir le lien avec l'évolution des habitats de type garrigue. Donc, bref, ça va être en 3 parties, hein. Je vais vous présenter un peu le contexte, ensuite la gestion de réouverture qui est mise en place, et ensuite je vous présenterai le suivi avec des petits résultats. Donc, voilà. Donc, pour vous expliquer le contexte, pourquoi la gestion sur ce site? Donc, on a eu entre Nîmes et Montpellier bah, la construction de la ligne LGV, donc la CNM, la contournement de Nîmes-Montpellier. Et donc, dans le cadre de l'étude d'impact qui a été mise en place, bah, il a été constaté, bah, mise en avant une dégradation de sites de garrigues qui étaient dans un état favorable, avec notamment des impacts sur différentes espèces à enjeux patrimoniaux, dont le lézard osselet, la magicienne dentelée, la proserpine, la pie grièche méridionale et l'astragallo, entre autres. Et donc, ça induit une séquence qu'on appelle, bon, je ne sais pas si tout le monde vous faites la suite, donc éviter, réduire, compenser. Donc, éviter, c'est que dans la mesure du possible, s'ils peuvent éviter, c'est de refaire, bah, de réfléchir sur l'emplacement de la ligne sur certains tronçons. Donc, des fois, ça a été légèrement, quand c'est de quelques mètres ou quelques centaines de mètres, quand ils peuvent légèrement dévier. Réduire, eh ben, c'est dans le cadre des travaux, c'est bah, d'éviter au mieux, même quand ça passe au travers sur ce qui est environnant, de limiter l'impact sur les parcelles environnantes en bon état. Et dans le cadre où ils peuvent pas réduire ou éviter ou réduire leur impact, ils doivent compenser. Et donc, sur la ligne, l'autorité environnementale a évalué l'impact, ce qu'on appelle en unité compensatoire, de 158 unités compensatoires. Ça peut être, par exemple, qu'il va y avoir un coefficient qui va être mis en place. Par exemple, si on a 1 hectare d'habitat favorable à lézard osselet qui a été impacté, ben, il va y avoir un coef de 2, par exemple, qui va être mis en place. Et donc, ça veut dire qu'ils doivent compenser à une hauteur de 2 UC. Ça veut dire de 2 hectares de 2 hectares de compensation, par exemple. Et Sébastien, excuse-moi.
Parce que je sais pas, c'est normal, mais ton diapo défile pas. Ah, Peut-être que c'est pas la bonne fenêtre que tu partages, je sais pas, mais excuse-moi de t'interrompre. vous voyez quoi là? Vous voyez La diapo d'accueil. Je pensais que tu nous faisais une intro sur ERC. Moi, du coup, ça me choquait ah pas non, trop, mais bah, hop. je sais pas ce qui se passe normalement. Moi, je vois de mon côté. Ah, ça y est, là, ça bouge. Contexte. Ou bien c'est pas le bon qui. Ouais, bah, je sais pas, il doit y avoir un bug. Euh, Parce que bon, normalement, bon, c'est bon, on va le faire comme ça alors. S'il y a un souci, donc on est là. Tu- Donc séquence ERC, donc on est à 158 UC en garrigue et au total 250 hectares si on se base sur le lézard ocellé. Il y a 250 hectares qui ont été définis pour le lézard ocellé. Donc, concernant les garrigues, on a 3 sites principaux en gestion qui sont sur la commune de Guzargues où on a une centaine d'hectares en gestion. Le site de Saturargues où il y a entre 40 et 50 hectares en gestion. Et sur Lunel où on a une dizaine d'hectares en gestion. Donc, l'idée, c'est d'avoir la compensation le plus proche ou dans une aire cohérente avec l'impact de la ligne TGV. Donc là, je vais vous présenter le site de Saturargues. Donc on a l'autoroute, la Languedocienne qui est là au niveau de Lunel, la sortie de Lunel. Et on a la commune de Saturargues qui est ici avec euh, les mesures qui sont entre Saturargues et Villetel, voilà, au niveau des pioches des garrigues. Donc sur ce site, donc on va avoir 3 espèces cibles pour la compensation. Donc ça va être la proserpine, la magicienne dentelée et le lézard ocellé. Et donc pour ces 3 espèces, on va avoir des protocoles de suivi qui sont mis en place. Et comme on parlait tout à l'heure du problème de détectabilité de la magicienne dentelée, c'est plutôt un suivi exhaustif sur les orthoptères qui a été mis en place. Donc là, sur les orthoptères, c'est Maxime et Louis qui ont fait les suivis. Et puis moi, depuis que je suis arrivé, c'est moi qui fais le suivi avec d'autres collègues sur la proserpine et le lézard ocellé. Donc voilà. Donc pour vous expliquer, donc dans le cadre de ces mesures compensatoires, donc il y a un plan de gestion qui a été mis en place avec des actions qui s'axe sur des actions de réouverture et de suivi. Pour les réouvertures, ça va être à la fois de la réouverture mécanique et par la mise en place d'actions pastorales pour réouvrir le site, pour refavoriser ces espèces cibles de milieu ouvert, la création de gîtes à lézards ocellés, principalement. Voilà, donc ça, c'est les principales actions qui sont mises dans le cadre de ce plan de gestion. Et ces suivis sont intéressants parce que le plan de gestion a vocation à être renouvelé tous les 6 ans pour voir si ces actions de réouverture sont efficaces ou pas. Et donc, c'est à la fois ces suivis qui vont nous permettre d'adapter ces mesures de réouverture. Je vais essayer de retenter de remettre en plein écran. On va essayer de voir si ça marche. Et vous me dites, vous voyez ou pas la diapo? On voit la diapo, mais c'est toujours pas en plein écran. Bon, ok. Bon. Dommage d'ailleurs, c'est vrai, mais Non, bah, je vais laisser comme ça alors. Euh, donc, pour le gyrobroyage mécanique, donc les premières années, donc ça a commencé, donc c'est la compensation. Donc il y a eu un état initial qui a été fait en 2016, mais la mise en gestion, ça a commencé en 2018. Donc les premières années, donc les 3 premières années, on a eu un gyrobroyage mécanique tous les ans. Donc et puis après, du fait des résultats qu'on obtenait, en termes d'ouverture, on a espacé tous les 2 ans. Donc depuis 2022 maintenant, où on est à
Depuis 2020, on a un gyrobroyage tous les 2 ans. Donc, il y a eu 2020, 2022 et 2024 pour le gyrobroyage. Donc, il y a eu environ sur ce site de 40 hectares, donc 8 à 9 hectares de réouverture mécanique. Je ne compte pas la réouverture faite par le troupeau. Donc, c'est soit en layons. Donc, l'idée, c'est bah, là, j'ai fait quelques schémas. C'est soit de refaciliter quand on a des clairières qui sont fermées d'accès par le kermès qui est environnant, c'est de refaire des layons pour permettre l'accès aux troupeaux à ces clairières. Après, si c'est plus fermé, c'est de recréer des layons et des clairières au sein de refaciliter. L'idée, c'est toujours dans l'objectif de refaciliter la circulation du troupeau au sein de ce site fermé. Donc, au début, on était sur la rouverture avec un gyrobroyeur forestier. Et là, depuis quelques années, on fait la réouverture avec un porte-outil télécommandé. Je dirais, l'avantage de ce porte-outil télécommandé, je dirais que c'est surtout par rapport au site de Guzargues qui est beaucoup plus accidenté. Ça permet d'être à la fois plus précis sur le gyrobroyage parce qu'on a des zones où on a vraiment des gros rochers et avec le tracteur, on peut avoir qu'un certain angle maximum avant que ça se mette en sécurité. Et quand on a des gros rochers, on ne peut pas avoir un angle parfait, et ce qui fait qu'on a des zones où le kermès n'est pas bien broyé dans ce cas-là. Donc, je dirais, c'est l'inconvénient du porte-outil télécommandé, c'est que pour le même temps, on fait moins de surface. Donc, c'est bien à réfléchir suivant la conformation de votre site. Voilà, après, c'est que ça va changer au niveau coût. Donc là, c'est petite image. Bon, ça va dépendre de la qualité de vos écrans, mais au total, donc si on parle en termes de réouverture, on a 5300 mètres linéaires en ouverture de 2 mètres de large qui ont été faits, 2300 en 4 mètres de large. Et après, on a eu 5 hectares, donc c'est là où, en ouverture alvéolaire, ça veut dire les clairières qu'on a réouvertes. Et donc là, c'était pour vous montrer l'évolution du site, où donc là, en 2017, donc j'ai pris l'évolution des orthophotos où c'était totalement fermé. Donc là, en 2018, on a eu la réouverture des premiers clos. Donc on a eu un petit bout sur la partie nord et un petit bout sur la partie sud. À partir de 2019, tout a été rouvert. Là, on voit la photo de 2020 où on voit justement tous les clos, donc que ce soit au nord ou au sud, qui ont été rouverts. Et là, en 2024, où on voit encore l'évolution, l'effet cumulé, effet pasto et gyrobroyage sur la réouverture. Donc on voit vraiment un effet, rien que sur les orthos, un effet marqué. Donc pour la gestion, donc suite à la réouverture mécanique, donc on a mis en place une gestion pastorale. Donc de 2018 à 2020, ça a été une gestion par des ovins, donc avec environ 150 jusqu'à 200 bêtes. Et à partir de 2020, donc on a eu, c'est l'éleveur a voulu changer un peu son système. Et donc, il est passé à une gestion avec des bovins Highland Cattle. Donc, au début, il a commencé avec une dizaine de bêtes, et là, on monte un peu crescendo, et on atteint maintenant jusqu'à 20 bêtes. Donc, on a une gestion pastorale. Donc, pour les ovins, on était sur de la race Rayol. La gestion sur le site, elle se fait principalement de septembre-octobre à peu près jusqu'à mars-avril. Ça va dépendre des conditions climatiques et de la ressource disponible. Donc ça varie d'une année sur l'autre. Voilà, c'est pour vous donner un peu la période de gestion. Donc là, on est sur une gestion en 4 clos. Donc 3 au nord de la route et 1 au sud, avec en clôture électrique amovible. Donc, puisqu'on est sur un bassin de captage en eau potable, donc vous ne pouvez pas mettre de la clôture fixe pour garantir qu'on n'ait pas du pâturage. C'est une condition pour que
de l'ARS pour garantir qu'il n'y ait pas du pâturage permanent et en continu sur le site. On a aussi des restrictions en nombre de jours de pâturage, mais qui sont en termes de chargement et puis tout ça, mais qui sont jamais atteints. Donc voilà. Donc là, c'est pour vous montrer un peu une comparaison. Donc là, on a eu une réouverture mécanique des deux côtés de la clôture, donc pour entretenir autour de la clôture électrique. Et à gauche, c'est un clos qui a été pâturé, qui montre l'entretien, et à droite, pardon, pâturé, et à gauche, non pâturé, où on voit vraiment la différence d'entretien entre la zone pâturée et non pâturée. Donc, j'insiste bien sur le mot entretien parce que le pâturage, faut, que ce soit par de l'ovin, ou du bovin, c'est pas ce qui va vous permettre à la base, surtout si vous avez un site très fermé, de réouvrir. Il vous faudra forcément de la réouverture mécanique pour qu'ensuite votre troupeau vienne entretenir donc, les zones ouvertes. Euh, donc, le retour d'expérience que j'ai sur le site, c'est que les races rustiques ont un bon prélèvement, surtout si on prélève à la bonne période. Donc là, c'était de la Rayol et de l'Highland, comme j'ai spécifié. Ils ont un bon prélèvement sur le kermès. Donc aussi l'importance de la période de girobroyage. Donc on girobroie en hiver. Et là, au début, on girobroyait plutôt en octobre-novembre. Et là, ces dernières années, ce que j'essaye, vu que le troupeau, il arrive en mars-avril, j'essaye de girobroyer le plus tard dans l'hiver, donc vers janvier-février. Donc là, par exemple, à Guzargues, le girobroyage, il est en cours pour que les pousses soient les plus tendres possibles quand le troupeau arrive. Parce que si on girobroie trop tôt, ben, ça aura eu le temps de se lignifier entre deux et justement, que ce soit les Highlands ou les Rayol, elles vont préférer les jeunes pousses tendres que les parties trop ligneuses, quoi. Donc ça, il faut vraiment bien penser entre le moment où on fait le girobroyage mécanique et l'arrivée du troupeau. Donc, comme je disais, c'est une bonne gestion pour entretenir le milieu ouvert, surtout si on a un appui mécanique. Après, pour la différence qu'on a eue, comme je disais, on a commencé par de l'ovin et on a terminé par du bovin. Même si l'ovin va peut-être prélever un peu mieux sur tout ce qui est ligneux, euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand on a des zones très fermées, avec la Highland, elles vont beaucoup plus aller dans ces zones plus fermées. On va avoir l'action mécanique aussi via le bovin Highland qui est plus grand, donc où on va avoir des layons beaucoup plus marqués. Ou là où les brebis, surtout les rayoles qui sont un peu plus petits et qui sont plutôt petites en race ovin, elles vont avoir peur d'aller trop pénétrer quand c'est vraiment trop fermé, quoi. Donc là, l'avantage ce que je dirais sur la race Highland, c'est qu'on va avoir, en plus de l'appui puis du girobroyage mécanique, on va avoir cet aspect mécanique aussi par le passage de la vache en Highland, en plus du prélèvement par le troupeau. Donc là, on a aussi vu que c'est un site où on a des sentiers de randonnée à proximité. On a mis en place de la communication pour sensibiliser sur les espèces présentes, mais aussi pour sensibiliser sur le troupeau. Donc, en plus des communications sur les espèces, on a des petites communications comme on peut voir en montagne sur la vigilance à proximité d'un troupeau. Donc, ensuite, pour le suivi orthoptère, donc bon, là, je vais peut-être aller. On est sur un suivi protocolé comme ce qui a été présenté précédemment de type IHA. Donc là, on est sur des placettes de 10 mètres par 10 mètres. Donc avec 3 passages. Bon, il y a quelques années où on a eu 4 passages, avec des passages de 10 à 15 minutes à différentes saisons. Donc avec un passage début de printemps, un passage fin de printemps, début d'été et un passage fin d'été, début d'automne. Donc bon, là, sur les conditions climatiques, ça a déjà été présenté précédemment. Donc couverture nuageuse inférieure à 50%, plus de 20 degrés,
et moins de 30 km/h de vent. Et donc, on relève tout ce qui est entendu, vu et capturé. Donc là, après, on a 24 placettes qui ont été mises en place. Donc là, c'est pas aléatoirement, mais ça a été suivant pour voir justement les mesures de gestion. Donc ça a été des placettes qui ont été déterminées si on était en zone gérée ou non gérée et en milieu fermé ou ouvert. Donc voilà, bon, après, la répartition n'est pas totalement équitable parce que ça a été difficile d'avoir des placettes par rapport à ce qu'on a en gestion sur des zones non gérées, quoi. Après, on se retrouve sur d'autres secteurs dont on n'est pas gestionnaire. Donc, ça a été réparti de cette manière-là. Après, Maxime et Louis pourront compléter si besoin. Donc là, après, j'ai mis. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que les données sont en train d'être mises en forme dans une base de données pour pouvoir homogénéiser tout ça aussi avec d'autres sites pour pouvoir lancer les analyses. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'analyse sur les données de ce site-là. Donc là, j'ai juste fait un petit résumé pour montrer un peu les données qu'on a obtenues. Donc, sachant que sur le site, on a la magicienne, trois espèces qui sont très à fort enjeu. Donc, on a la magicienne dentelée, le sténobotrope sigalin et l'arciptère languedocienne. Donc là, je vous ai présenté les données de 2016 à 2024. Donc au début où on était assez resserré en termes de suivi, et là on va commencer à espacer tous les 2 ans. Donc au début on était vers les premières années, donc 2019 c'était vraiment juste les 1 an la première année de gestion, donc il n'y a pas eu d'impact significatif, même tout le site n'avait pas encore été réouvert par le gyrobroyage. Donc on tournait autour des 36 espèces, et là, depuis 2021, bon, c'est pas hyper marqué, mais il y a eu 2 années où on a eu 46 et 47 espèces, et 2024 où on redescend à 39, mais c'est plus sur l'abondance qu'on voit une différence, où on passe 2016 et 2019 à 1200 individus relevés, et là, où on dépasse plus des 1500 après quelques années de gestion. Donc après, pour la magicienne dentelée, on parlait du problème de détectabilité. Bon, là, voilà, on relève à l'état initial, on en avait 3, et après, on tourne soit à 0, soit à 3 2024. Donc, on voit que je pense pas, c'est pas trop lié à la gestion, mais c'est plus au problème de détectabilité de la magicienne dentelée. Par contre, là où on voit la différence, c'est aussi sur l'arciptère languedocienne et le sténobotrope, où on voit qu'on relève beaucoup plus d'individus ces dernières années de gestion, donc 2022 et 2024, où on voit vraiment, par exemple pour l'arciptère languedocienne, 35 et 25 individus, et pareil pour le sténobotrope, à partir de 2021, où on a beaucoup plus d'individus. Donc après, là, c'est des résultats préliminaires. On va attendre les résultats plus poussés une fois que ce sera mis en forme pour les données, et aussi pour comparer avec d'autres sites qu'on a en gestion. Donc là, il y avait suivi des analyses qui ont été faites plus poussées sur l'arciptère languedocienne. Donc, il y avait Louis qui avait fait son stage de fin d'études là-dessus, donc il pourra compléter si besoin. Donc là, la carte qu'il m'a fournie, en gros, c'est la répartition mondiale, parce qu'elle est localisée principalement dans le Languedoc de cette espèce. Donc, là, il a fait un petit peu un bilan de la répartition de l'espèce sur le Gard et l'Hérault. Et donc, si on parle de l'Hérault, où se situe la commune de Saturargues, donc dans l'Hérault, on va avoir une population qui se répartit à l'ouest de Montpellier. Et en gros, le site de Saturargues, il est en lien avec une population qui se situe sur le Gard. Donc, on a ces deux grosses populations, l'ouest de Montpellier et une partie Gard et limite Hérault. Et donc là, ça montre aussi l'importance de ce site, si on parle en limite territoriale, de ce site de Saturargues pour la partie Est-Hérault,
où vraiment, voilà, alors c'est un site important pour pour cette population-là entre le Gard et l'Hérault. Donc, avec cette importance de maintenir le milieu vert et de mettre en place cette gestion pastorale pour entretenir ce milieu ouvert. Parce qu'on voit aussi cette tendance, voilà, avec des sites qui commencent, où on voit que ça commence à disparaître sur certains sites. Donc, où il y a une vigilance à avoir là-dessus. Voilà. Après, si Louis ou Maxime veulent compléter, parce que je suis moins calé que sur ce qui est orthoptère, donc, et qui peuvent aussi donner leur retour d'expérience sur le terrain, voilà, n'hésitez pas. Donc après, la présentation est finie. Là, j'ai pas d'autres choses à vous présenter. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions concernant la gestion ou sur les suivis. Merci Sébastien, c'est parfait. Timing parfait aussi. Il nous reste 10 minutes du coup pour des questions, éventuellement des compléments par Maxime et Louis si besoin. Je te laisse départager ton écran peut-être pour qu'on se voit mieux. Et Maxime, du coup, je te laisse la parole. Du coup, peut-être juste une petite précision. À l'origine, ce suivi, il était censé, donc c'est une mesure compensatoire sur Sagapédo pour ce qui concerne les orthoptères. Donc il était censé être fait que sur cette espèce. Et donc je réponds un petit peu à la question qui a été posée tout à l'heure sur est-ce que les suivis sont effectivement faits pour suivre une espèce en particulier ou plutôt un cortège. Et effectivement, on a fait ce choix à l'époque de ne pas faire un suivi monospécifique sur que Sagapédo, parce qu'on le voit bien dans les résultats, même si c'est donc pas un suivi ciblé sur cette espèce, que les résultats ils sont très variables et assez peu prolifiques d'une année sur l'autre. Donc en termes de résultats, on aurait eu un peu les mêmes tendances, c'est-à-dire trois espèces une année, enfin trois individus une année, zéro l'année suivante, cinq l'année encore suivante. Enfin, on n'aurait pas pu retirer des tendances exploitables pour l'efficacité de mesure. Donc on est parti plutôt sur un suivi global de cortège beaucoup plus intéressant en termes de retour de gestion et aussi au vu des espèces qu'a présenté Sébastien, donc la présence de l'arciptère et du sténobotre. On avait voilà, un enjeu qui était beaucoup plus intéressant sur un cortège typique de milieu ouvert type pelouse sèche méditerranéenne, qui était donc plus intéressant d'étudier. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parti sur ce protocole. Je voulais juste recontextualiser un petit peu le choix. Merci Maxime. Est-ce qu'il y a des questions? Ça peut aussi être des questions sur la présentation précédente ou de manière générale par rapport à la gestion sur vos sites ou Sylvain? Ouais, peut-être que ça a été dit, j'ai peut-être loupé l'info, mais pour savoir la raison du changement du type de bétail sur la gestion du site et le chargement aussi, est-ce que c'était suite à des résultats qu'il y a eu ces modifications-là ou juste... Non, après, ça a été un choix personnel de l'éleveur. Bon, bah, suite à différents soucis, hein, bah, il se sentait mieux à gérer un troupeau de bovins que d'ovins. Et voilà, il a rencontré différents soucis. Il venait tout juste de s'installer, hein, donc pendant 3 ans, il a essayé d'augmenter la taille de son troupeau jusqu'à, même en prenant, puisqu'il prenait aussi en pension des bêtes, il est monté en prenant en pension jusqu'à 400. Et après, au niveau personnel, voilà, c'est un critère qui devient de plus important, plus en plus important, même dans le monde agricole, hein, et il avait du mal là-dessus. Et puis il a rencontré quelques soucis, hein, vu qu'il avait aussi ses bêtes sur le Gros du Roi. Les premières années où il a eu la gestion, il a eu des gros problèmes de maladie avec les moustiques et puis tout ça. Et donc, par la suite, il a décidé de changer pour que ce soit plus facile à gérer. Euh, voilà, donc après, on a vu que après, il y a eu des années de transition où on a eu un troupeau mixte, où il pâturait à la fois avec l'ovin
et le bovin, qui ont constaté aussi des résultats positifs avec cette transition, hein. C'est toujours aussi intéressant d'avoir un troupeau mixte. Même en termes de parasito, ça peut être intéressant et aussi en termes de ressources qui vont être différemment exploitées suivant l'ovin ou l'équin. Donc, et là, il est passé en pur sur le site, hein. Il lui reste un petit troupeau d'une cinquantaine d'ovins, mais sur le site, c'est principalement les Highlands qui pâturent, où on voyait justement un résultat positif. Et c'est aussi pour ça qu'on a, au début, où j'ai rebroyé tous les ans, et avec le résultat positif qu'on constatait avec le troupeau de bovins, et qu'on voyait la dynamique du kermès qui était beaucoup plus lente, qu'on est passé à un gyrobroyage tous les 2 ans. Pour l'instant, il y a encore besoin d'un appui mécanique, mais j'espère que d'ici quelques années, à moyen terme, hein, je ne peux pas en dire dans quelques années, qu'on n'ait plus besoin de cet appui mécanique, quoi. Mais ça, j'insiste là-dessus, c'est qu'au début, même en brûlage, on n'a pas expérimenté, mais au début, il faut vraiment, quand c'est très fermé, comme c'était fermé sur le site, que ce soit Buzargues ou Saturargues, il faut vraiment cet appui mécanique parce que c'est pas le troupeau faut pas. Des fois, on a tendance à vendre du rêve avec le pastoralisme, mais le pastoralisme, c'est bien pour de l'entretien ou faire de la réouverture légère, mais quand c'est trop fermé, il faut vraiment cet appui mécanique, quoi. Et ça fait combien d'années là que vous rouvrez tous les ans en mécanique? Comment? Ça fait combien de temps en année là que vous réouvrez du coup Bah, tous c'est les depuis ans? 2020 qu'on a espacé tous Mhm. les 2 ans. D'accord. En 3 ans, là, vu qu'on a commencé 2018, 2000, ouais, en 3 ans, on a réespacé. En 2018 à 2020, on faisait tous les ans et après, on a réespacé. Ok. Merci. Anne, tu as baissé la main, ça a répondu à ta question Oui, voilà, merci. Oui, Ça a répondu à ma question. ok. Juan Pablo et ensuite Stéphanie. Et oui, bonjour. Et en fait, il y a une question qui m'est voilà qui se me pose, qui m'est posée. Et en regardant les différentes présentations, en fait, on a parlé de cette question et en fait des indicateurs. J'ai suivi les indicateurs qui avaient été retenus par l'OCEN pour le site de Saturargues, et à savoir les cortèges d'espèces et l'abondance. Après, la question qui se pose, c'est quoi faire de cet effet année sur l'abondance des certaines espèces, et comment faire du coup pour faire un état zéro, et combien d'années il faut pour un état zéro, ou si à ce moment-là il vaut pas mieux de choisir un autre indicateur comme et la richesse spécifique des cortèges. Voilà, je voulais juste voir exactement quels étaient les indicateurs qu'on pouvait choisir ou qui avaient été choisis dans ce cas-là, et discuter un peu et dans un suivi de gestion de milieu. Voilà, pas si c'est Peut-être. clair. Oui, oui. Je pense que Louis ou Maxime compléteront. Je pense que l'importance, nous, comme je disais, on est sur un protocole où on a 3 passages par an. Après, effectivement, sur l'abondance, on pourra peut-être avoir un effet interannuel. Mais ce qui est important aussi, lors de cet état initial, de faire plusieurs passages et que ça va être aussi de faire, nous, en fait, que ce soit pour l'étude d'impact ou nous, pour nos plans de gestion, on va faire une hiérarchisation des enjeux. Ça veut dire qu'on va regarder dans ce cortège s'il y a des espèces qui sont sur la liste rouge, et ainsi de suite. Et c'est surtout là-dessus ou voir voilà, s'il y a des espèces qui montrent que c'est comme on parlait de ces espèces de milieux fermés ou milieux ouverts, c'est que ça va te donner, avec ces plusieurs passages, déjà une idée de ton cortège et d'indicateurs de milieu ouvert ou d'état de conservation de ton milieu et aussi d'état de conservation de ta population en termes de patrimonialité, on va dire ça comme ça. Après, effectivement, ça va être en termes d'abondance, ça peut varier grandement d'une année sur l'autre. Mais en ayant ces suivis répétés, tu pourras avoir quand même une tendance, quoi. Après, là, comme j'ai présenté, c'est que pour l'instant, notre jeu de données, il n'a pas encore été harmonisé. Donc,
il n'y a pas encore eu d'analyse poussée. Donc là, je ne peux pas encore vous donner de résultats plus fiables, on va dire comme ça, sur ces indicateurs, quoi. Après, D'accord, merci. Juan Pablo, pour répondre à ta question sur l'effet année, ce qu'on a, comme dit Sébastien, on n'a pas encore le temps de lancer une analyse globale, mais en fait, ce protocole de Quadra de 10 mètres par 10 mètres, on l'a déployé sur plusieurs sites de mesures compensatoires au Seine-Occitanie, sur le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et ce qui fait qu'on a environ 450 quadras qui sont suivis sur toute cette zone. Et donc, l'idée, c'est aussi de chaque année lancer une analyse globale et de voir si justement, bah, comparer le site de Saturargues à la moyenne générale et comme ça pour tester cet effet année, en fait, voir est-ce que le site de Saturargues se comporte différemment de tous les autres sites, auquel cas on peut se poser de la gestion, que c'est l'effet de la gestion, ou alors, bah voilà, il y a quelque chose de global. Bah, cette année, c'était vraiment une mauvaise année sur tous les sites pour le cortège orthoptère, auquel cas il y a plus un effet année. Il y a cette idée-là. D'accord, ok, merci beaucoup. Stéphanie, tu as également baissé la main. Pareil, ça a répondu à ta question, j'imagine. Partie répondue, moi, c'était surtout par rapport aux premiers résultats qui étaient sortis. On voyait qu'il y avait 2 années avec une richesse spécifique et une abondance qui était particulièrement plus importante que les autres. Et du coup, voilà, je voulais savoir si vous aviez déjà pu tirer des infos, si c'était un bio-observateur par rapport au changement des espèces pour le pâturage ou un effet interannée. Mais voilà, du coup, Louis a en partie répondu que pour le moment, vous n'aviez pas trop les éléments, si j'ai bien compris. Oui, bah c'est qu'on est en train d'harmoniser tout ça pour vraiment pousser les analyses parce que là, on a déjà eu, on a déjà essayé de tenter des analyses, mais le jeu de données, voilà, on peut pas trop en tirer quelque chose pour l'instant et c'est pour ça que je pense que l'inclure dans un jeu de données harmonisé, on va pouvoir inclure, voir si à l'échelle globale d'autres sites, on voit les mêmes tendances ou voilà, pour différencier si c'est plus lié à la végétation ou si c'est lié à un effet climat, quoi. Parce que si on n'a qu'un site, c'est quand même, même si on a les données climat d'une année sur l'autre, c'est quand même difficile à distinguer si on voit, si on peut pas comparer des tendances globales, quoi. Oui, et puis il est possible qu'il y ait un effet observateur, Stéphanie, parce que là, dans le cas présent, Bon. donc c'est Maxime qui a effectué le suivi depuis le début, sauf en 2024 où c'est moi qui effectue le suivi, donc euh, il y a peut-être un changement. Alors, soit dans les compétences de l'observateur, ou alors au fait qu'en 2024, il y a eu 3 passages qui ont été faits au lieu de 4 les années précédentes. Après, voilà, il y a ça, plus les conditions climatiques ou alors effet de la gestion. Enfin voilà, faut voir si on arrivera à démêler tout ça, ouais. Ces différents effets, réels ou pas, à voir. Ok, merci beaucoup. Et on va prendre une dernière question, du coup, parce qu'il est déjà 10h30. Lucie? Oui, moi, je me demandais comment est-ce que vous avez formalisé avec l'éleveur. J'imagine que vous avez établi une convention Oui. avec lui. Si oui, sur quelle durée? Et est-ce qu'il est rémunéré pour mettre en œuvre le plan de gestion sur cette zone-là? Alors là, on est sur un bail rural à clause environnementale, donc où il y a un cahier des charges spécifique qui a été mis en place, donc où on lui recommande les périodes. Après, on met des indicateurs sur cette période-là. On donne quand même une certaine flexibilité, mais c'est juste qu'on va mettre un indice de raclage, bah, de prélèvement plutôt. En gros, c'est que s'il atteint cet indice de prélèvement, il doit sortir les bêtes. Euh, Après, où on met une fourchette de taille du troupeau, quoi. En gros, c'est qu'on lui donne, on fait un estimatif. En gros, il y a des référentiels qui nous donnent du potentiel fourragé, on va dire ça comme ça, de la parcelle, donc, qui a été fait en collaboration avec la Chambre. Et ça nous donne, en gros, on va dire, bah, il y a la capacité, par exemple, pour 10 bovins pour 6 mois. On va dire ça comme ça. Mais c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on met un indice de prélèvement pour que ça lui donne, bah, peut-être une année, il va mettre 15 bêtes, mais il va pâturer plus court. Une autre année, il va mettre 10 bêtes, mais ça va être plus long. Et c'est que l'idée, c'est que nous, il faut qu'on ait
C'est des référentiels, bah, c'est dire il faut que ce soit pâturé là jusqu'à tel niveau à peu près sur l'herbacée et les ligneux. Et après, on fait aussi un accompagnement tous les ans avec la chambre où on fait un diagnostic et on prévoit sur la rotation pour lui donner des recommandations pour la rotation sur sur l'année suivante. Donc voilà, c'est après concernant, sur ce site-là, il n'a pas d'indemnité écologique, mais il ne paye pas de loyer. C'est le compromis. Sur certains sites, on va donner une indemnité écologique, sur d'autres, on préfère réduire, soit on leur donne gratuitement, soit on réduit de 50%. Ça va dépendre, ça varie beaucoup d'un site à l'autre, ou suivant les objectifs ou les espèces ou les types de milieux, quoi. Là, vu que c'est des milieux quand même très faibles en ressources ou très, on va dire, d'une année sur l'autre, ça peut varier beaucoup, hein. Là, cette année, ça a été très prolifique, mais il y a des années où quand c'est très sec, même en termes de brachypodes rameux, on n'a pas grand-chose, quoi. Donc, c'est des milieux très durs et donc on a préféré donner un loyer gratuit, quoi. Et donc, en fait, ça fonctionne, c'est un bail annuel que vous C'est un renouvelez. bail, non, un bail rural, c'est sur 9 ans, 9 ans, minimum. d'accord. Donc, après, sur d'autres sites, on va avoir des conventions pluriannuelles de pâturage qui sont, elles, sur minimum 6 ans. Donc, et après, bon, sur certains sites, quand c'est les premières années de gestion, on préfère faire un commodat pour voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, on va passer sur une convention plus longue. Parce que l'idée, nous aussi au SEN, c'est qu'on crée des partenariats. Aussi, la plupart du temps, les éleveurs, ils sont souvent sur des conventions précaires. Et donc, nous, on préfère leur assurer, si on veut qu'ils s'investissent sur la terre, parce que refaire des clôtures s'il reste qu'un an, ça va pas le motiver, quoi. Donc, nous, on va être plus dans l'objectif des conventions à long terme. Mais sur certains sites où, quand on connaît pas bien l'éleveur, on préfère commencer avec un commodat ou un prêt à usage sur un an ou deux. Et si ça se passe bien, on passe sur des conventions à plus long terme. Merci Sébastien. Il est 10h35, donc je vais clôturer ce café. Je vais vous envoyer un mail de toute façon avec les coordonnées de l'ensemble des participants et des intervenants avec les présentations. Donc n'hésitez pas à reprendre contact entre vous et éventuellement avec les intervenants aussi si vous avez des questions supplémentaires, des questions auxquelles vous penseriez a posteriori. Merci à tous pour votre participation et merci plus du coup à Enaloël et Sébastien. Merci. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, bonne Merci. journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée tout le monde.